Voilà, on continue avec la troisième partie. Le 3, donc les limites d'une information individuelle mondialisée. Le premier point, des médias traditionnels en transformation. Des médias traditionnels en transformation. En fait, les médias traditionnels, ils vont s'adapter. Bon, je vais pas ressasser des choses qu'on a déjà vues dans l'introduction pendant longtemps, mais la presse, la radio, la télévision, elles vont s'adapter à Internet. C'est-à-dire qu'elles vont produire leurs propres sites Internet, c'est-à-dire qu'ils vont eux aussi se mettre à être sur Internet par l'intermédiaire de sites Internet directement, de blogs, à l'époque où c'est la mode des blogs, et puis aujourd'hui vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook dédiée aux grands médias de la télévision que vous avez l'habitude de retrouver, TF1, France 2, France 3, et puis vous avez aussi même les chaînes de la TNT comme l'équipe 21 qui sont présents sur les réseaux sociaux. Il y a un média en particulier, un média écrit qui est à citer ici, c'est le Washington Post. En fait, le Washington Post, il est précurseur. Il est précurseur parce qu'en 1998, il est le premier à mettre du contenu en ligne. C'est-à-dire qu'il y a une édition papier, puis il y a une édition numérique. En 1998, à l'époque où Zidane va mettre ses 2 buts, il n'y a que 10 000 lecteurs de cette édition en ligne. Et bien l'année suivante, ce nombre de lecteurs de la version numérique du Washington Post, il est passé à 400 000. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre a été multiplié par 40. Attention, alors il y en a certains qui sont peut-être des nouveaux lecteurs, mais c'est pas forcément des nouveaux lecteurs, c'est des gens qui passent de la version papier souvent à la version numérique. Bon, on observe quoi en fait donc des médias traditionnels ici, c'est qu'ils vont coexister avec les médias numériques vont coexister avec les médias traditionnels. En fait, la radio et la télévision vont survivre. Pour la presse écrite, c'est quand même un petit peu plus difficile. En fait, elle va souffrir. Et est en question la question du coût. C'est-à-dire qu'en fait, là, l'information, on a l'information gratuite contre l'information qui est payante. C'est-à-dire que vous achetez une radio et ensuite vous pouvez écouter toutes les stations de radio. Et dans vos impôts, vous payez pour la télévision et la radio publique. Et puis le reste, c'est privé, c'est financé par la pub. Et même s'il y a une perte d'auditeurs ou qui sont dilués, il n'y a pas la même fuite de lecteurs que connaît le secteur de la presse écrite. Alors, certains vont coexister, ou d'autres vont renaître même. C'est-à-dire qu'ils vont proposer du contenu écrit sur Internet et c'est payant. C'est le cas par exemple de Mediapart dont on a déjà parlé. Et donc il y a ce débat entre le gratuit ou le payant qui apparaît. Deuxième point. Une fiabilité qui pose question. L'autre question, c'est celle de la fiabilité de l'information. Est-ce que c'est fiable ou pas ce qu'on a sur Internet? La question se pose avec encore plus de force qu'auparavant. Pour l'aborder, je vous invite à lire le document 4 de la page 231. Voilà, vous avez lu ce document, et donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça c'est un constat qu'on a déjà dressé, chacun peut produire et diffuser de l'information. Le problème c'est la question de la fiabilité de la source. Bon, déjà, est-ce que vous êtes un journaliste? Est-ce que vous avez trié vous-même l'information avant de la produire? Alors évidemment, si c'est pour dire sur Internet que vous avez changé de coupe de cheveux, la fiabilité de la source, c'est pas trop important, mais par exemple, en pleine crise de coronavirus, les chiffres qui sont annoncés, on aime bien savoir d'où est-ce qu'ils viennent, et puis on se pose des questions sur leur véracité, par exemple. Donc il y a un travail de journalisme qui est derrière. Et puis on est aussi, vous le savez, dans l'ère des fake news, c'est-à-dire qu'on a aussi parfois des nouvelles qui sont carrément inventées et qui circulent, alors parfois pour faire rire, et puis parfois aussi pour tromper l'adversaire ou pour noyer l'information réelle dans le reste de ce qui peut circuler. On est parfois à la limite de l'utilisation d'Internet pour relayer de la propagande. Et puis, les élections de Donald Trump, elles ont montré en fait qu'on pouvait instrumentaliser aussi ces fake news, le rôle de ceux qu'on appelle les trolls. On a déjà étudié les trolls en parlant de la Russie, donc je vais pas y revenir, mais ça pose en question cette fiabilité de l'information sur la démocratie.
si la presse s'était développée en France en lien avec la démocratie et le débat, et ben à partir du moment où le débat est biaisé parce qu'on a des informations qui circulent et qui ne sont pas des vraies informations ou qui vont relayer la propagande, bah comment on fait pour s'y retrouver, tout simplement. Hein. Une illustration simple, on en revient encore à l'information dans ce moment, mais la crise du coronavirus. La crise du coronavirus, ça s'accompagne d'une médiatisation très importante de tout ce qu'il y a autour du professeur Raoult. C'est un médecin qui travaille sur Marseille, et il a décidé, lui, il a fait des études, et puis ces études, il constate, selon lui, que la chloroquine serait un des médicaments possibles pour soigner le coronavirus. Et puis d'un coup, tout Internet s'empare du débat, tout le monde se met à débattre, à dire si oui ou non le professeur Raoult a raison ou a tort, et puis on est bien souvent loin de la science, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui sont pas du tout des scientifiques, qui se mettent à dire c'est faux, c'est vrai, pourquoi on le fait pas, bon bref, vous l'avez compris, il y a le débat qui se pose sur Internet et qui oublie complètement la démarche de réflexion qui accompagne en général le journalisme traditionnel, à partir du moment où c'est monsieur tout le monde qui se met à émettre son avis sur les travaux de ce professeur. Le troisième point, une information vraiment mondialisée. Une information vraiment mondialisée. On se pose la question. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va d'abord s'intéresser à un document, rapidement, c'est le document 2 de la page 230. C'est une photographie ici qui revient sur une manifestation qui a eu lieu à Paris et sur le fameux hashtag. Le fameux hashtag « Je suis Charlie » qui fait suite aux attentats terroristes dont a été victime la France. En fait, ce hashtag, les hashtags aujourd'hui, ils sont capables parfois de faire le tour du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a une information et on va poser une balise, le signe dièse, qu'on appelle le hashtag, et l'information, elle va ensuite être relayée, marquée et faire le tour du monde. Et elle peut même être déclinée selon les territoires. Par exemple, pour tout ce qui est relatif au Covid-19, le hashtag mondial c'est Covid-19, et puis on peut avoir des nuances territoriales avec Covid-19 FR, Covid-19 MG pour Madagascar, Covid-19 IT pour l'Italie, etc., etc. Le dernier document, c'est le document 5 de la page 231. Ce document 5 de la page 231, il nous permet d'illustrer une autre information. En fait, la question sur la mondialisation de l'information, elle reste posée, et c'était le sens de notre cours, le jalon 3, c'est l'information mondialisée et individualisée, naissance et extension du réseau Internet. Eh bien, qu'est-ce qui reste de la question de la mondialisation? En fait, on a bien des canaux de diffusion qui sont présents partout dans le monde, avec des endroits plus connectés que d'autres. Mais ces canaux de diffusion, force est de constater qu'ils restent quand même propres aux pays les plus riches, ou du moins les pays les plus puissants, si on inclut la Russie et la Chine dans la boucle. C'est-à-dire que leur capacité à eux de diffuser l'information, c'est pas la même que les autres. C'est sûr, vous pouvez aller sur Internet et regarder le journal malgache tous les jours. Ça, c'est possible de le faire. Est-ce que vous le faites? Combien de personnes vont se connecter sur le journal malgache diffusé en français qui est mis en ligne? Vous faites par exemple TV plus Madagascar sur YouTube et vous allez avoir le journal de Madagascar en direct. Alors il y a une version en malgache et il y a même une version en français. Bon, qui d'entre vous le fait? En fait, à part les malgaches, il y a peu de gens qui vont se connecter sur ce site. C'est-à-dire que les canaux de diffusion les plus puissants restent les plus puissants. Il y a plus de gens qui vont sur Fox News, sur CNN, sur NBC, qu'ailleurs, ou sur la ZDF en Allemagne, que sur la chaîne des autres pays. Donc, les canaux de diffusion, ils restent en débat quand on se pose la question de la mondialisation. Et puis ensuite,
on peut citer un japonais. Ce japonais, c'est Kohei Watanabe. Alors Kohei, c'est K-O-H-E-I, et Watanabe, W-A-T-A-N-A-B-E. Alors je sais pas si on dit Watanabe, hein. Moi je dis Watanabe, ça sonne bien. Bon, de toute façon, ça s'écrit pas avec de l'alphabet latin, mais bon, bref. Qu'est-ce qu'il nous dit Kohei Watanabe, et qu'on peut paraphraser? En fait, il dit que chacun surreprésente l'actualité qui est relative aux pays développés et se montre moins à même de couvrir les pays en développement. C'est-à-dire qu'en fait, on va être un peu nombriliste et on va s'intéresser et on va médiatiser davantage ce qui se passe dans les pays riches, qui sont les organisateurs de l'économie mondiale et du monde mondial, hein, en termes de puissance diplomatique, plutôt que de couvrir ce qui se passe dans les pays en voie de développement ou en développement, et je mettrai ces expressions entre guillemets, vous savez pourquoi. Bon, bref, l'info globale, elle n'existe pas réellement, elle est toujours plus pondérée par certains acteurs que par d'autres, et sur certains, elle met plus le focus, le zoom sur certains territoires plutôt que sur d'autres. Et c'est vrai aussi pour ce qui est propre au monde Internet. Et il y a là aussi, hein, d'une certaine façon, un nouvel enjeu diplomatique. Voilà, alors j'ai pas préparé de conclusion, hein, pour ce cours. On se demandait, Internet a-t-il révolutionné l'information? Vous êtes déjà capable de dire oui, et pourquoi, au travers de tout ce qu'on a dit, et puis de le modérer dans un deuxième temps en montrant que si Internet a révolutionné l'information, je vous rappelle que le jalon 3 c'était l'information mondialisée et individualisée, naissance et extension du réseau Internet. Est-ce que l'information est vraiment mondialisée? Là on peut en débattre, hein. En tout cas c'est sûr que l'approche à l'information elle était individualisée et sa diffusion l'est également, mais finalement reste les grands courants. Voilà. Eh bien, ce cours était un petit peu plus long que les autres. J'avais beaucoup de choses à raconter, hein, finalement. Voilà, il y a un peu plus de ma vie, un peu plus de, comment dirais-je, de parenthèses que dans les autres. Les autres seront un petit peu plus synthétiques, mais là, évidemment, ça se prêtait au témoignage, puisque j'ai vécu le boom d'Internet, et donc j'avais forcément des trucs à vous raconter de l'intérieur plutôt que de l'extérieur pour une fois, vu que j'ai vécu ces transformations et cette révolution de l'information que je suis capable de relativiser. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon travail de recopiage dans vos cahiers. Je vous fais suivre bientôt l'adresse internet pour m'envoyer vos photos de cahiers que vous prendrez avec votre appareil photo ou avec votre smartphone ou par un autre moyen, que sais-je. Voilà, bon travail à vous et à la prochaine fois. Au revoir.